Bonjour à tous sur Supply Chain Event pour cet après-midi du deuxième jour. Mon nom est Maxime Rabillet, je suis journaliste chez Supply Chain Magazine. Je vais faire office de monsieur loyal, mais ce n'est pas moi qui ai des messages à livrer. En l'occurrence, on bascule pour les 45 minutes qui viennent dans le monde de la grande distribution pour une intervention associant Intermarché, logistique alimentaire et Eurodécision. J'en livre pas les clés, mais juste le titre. Un nouveau schéma directeur logistique optimisé, ça tout le monde en rêve. Le défi relevé par Intermarché via la modélisation et l'IA avec Eurodécision. Et donc merci à Pierre-Yves Escarpit, qui est le directeur général d'Intermarché Logistique Alimentaire, moi LAI. Le I, je ne sais jamais si c'est international ou Intermarché. Le I, c'est international, voilà. Mais on s'occupe beaucoup de la France. Et Mohamed Longou, qui est responsable du pôle conseil supply chain chez Eurodécision. Messieurs, c'est à vous. Merci Maxime. Écoutez, bonjour à toutes et bonjour à tous. Quand il y a quelques mois, Mohamed m'a proposé de venir à ses côtés présenter le schéma directeur qu'on a réalisé avec eux. J'ai au début hésité parce que Maxime sait que je me fais rare sur les plateaux des salons, mais je trouve que ce qu'on a fait avec Eurodécision et la capacité que Eurodécision a eu nous accompagner méritait qu'on vienne partager ça avec vous tous aujourd'hui. Donc pour démarrer, je vais vous donner un petit peu le contexte de ce qu'est Intermarché, du contexte également en termes de volume et de base logistique. Et puis Mohamed vous expliquera un peu plus avec précision de quelle modélisation il a mis en place pour nous accompagner. Ah. Il fallait appuyer fort. Bon, très bien. Donc, tout d'abord, pour vous présenter rapidement le groupement Intermarché que vous connaissez tous de nom. C'est un groupement qui est très engagé dans les territoires, qui est présent aujourd'hui dans 4 pays, la France, la Belgique, le Portugal et la Pologne. Voilà. Il se trouve que LAI, Logistique Alimentaire Internationale, s'occupe principalement de la France et nous sommes aussi en pilotage depuis quelques temps maintenant de l'équipe belgique et ensuite les équipes polonaises et portugaises gèrent eux-mêmes leur logistique. On dit beaucoup Intermarché, mais c'est le groupement des mousquetaires, parce qu'il y a 7 enseignes qui agissent dans l'alimentaire. Intermarché Netto, le bricolage, l'équipement de la maison, un Bricomarché, Bricocash et Bricorama, et puis dans la mobilité, Rodi et Rapide Pare-Brise. C'est 150 000 collaborateurs au sein des 4 pays européens, plus de 55 milliards de chiffre d'affaires, et c'est surtout 3100 chefs d'entreprise indépendants qui dirigent 4300 points de vente, puisque Intermarché, ce sont des entrepreneurs indépendants et interdépendants. Je fais moi-même partie du siège, donc des collaborateurs, mais l'entreprise est effectivement détenue par nos adhérents, nos entrepreneurs indépendants, qui effectivement sont des chefs d'entreprise qui ont 1, 2, 3 ou plus de magasins, qui effectivement utilisent un siège mutualisé pour leur apporter la performance dont ils ont besoin. Donc ce sont effectivement des adhérents indépendants au sens propre de par leur entreprise et interdépendants puisqu'ils s'allient au sein d'une centrale qu'ils dirigent et chacun des managers dont je fais partie a un pendant qui est un adhérent. Voilà. Et mon président, par exemple Olivier Provost, est adhérent en Bretagne et passe 2 jours par semaine à mes côtés pour piloter la logistique de la boutique. Si on se concentre maintenant sur les enseignes alimentaires en France, nous en avons 2. Un maillage territorial très poussé, puisqu'aujourd'hui, le maillage Intermarché permet d'avoir un point de vente tous les 10 km, avec plus de 2000 points de vente Intermarché, qui est l'enseigne historique, répartie en 4 grands formats. Hyper, super, contact express. Le format le plus représenté largement, ce sont les super. Et on se déploie désormais beaucoup plus au sein des contacts et des express. Au sein de ces 2066 points de vente, on a près de 2000 drives, c'est-à-dire qu'il y a des drives accolés à quasiment l'ensemble de nos points de vente. L'autre enseigne, c'est l'enseigne Netto, qui est l'enseigne aujourd'hui la moins chère de France. C'est 400 discounts de proximité sur des piliers de prix imbattable, dans une offre frais très poussée discount, mais également d'offres de déstockage avec un référentiel bien plus limité et des surfaces effectivement en dessous de 1000 m². Donc au total, sur le territoire français, c'est près de 2500 points de vente aujourd'hui à livrer quotidiennement. Donc la logistique alimentaire France, ITM LAI,
C'est une logistique qui comporte aujourd'hui 32 bases logistiques qui traitent près d'1,5 milliard de colis. Et dans ces 32 bases représentent à peu près 1,7 million de mètres carrés de stockage. On a aujourd'hui 8000 collaborateurs en CDI. On a la particularité d'avoir beaucoup intégré notre logistique, 8000 collaborateurs en CDI, à peu près 2000 intérims. Donc on est en propre, on a 10 000 collaborateurs qui travaillent pour nous et on externalise seulement 20% de notre logistique. On a un axe qui est de vraiment maîtriser notre logistique. Et même sur le transport, on a la particularité d'avoir plus de 800 chauffeurs en propre. C'est-à-dire qu'on se partage entre les transporteurs du marché et nos chauffeurs qui réalisent à peu près un quart des tournées vers nos points de vente. La particularité aussi est que l'ensemble de nos semi-remorques nous appartiennent. Donc on ne fait appel à des tractionnaires que pour des tracteurs, pas pour les remorques, et des remorques en quadri-température, classiquement ambiant, sec, ambiant, frais, fruits et légumes et gel. Voilà. Et nos camions circulent sur plus de 180 000 km par an. La logistique d'Intermarché Netto, c'est une logistique qui s'est beaucoup transformée sur ces 20 dernières années, sous l'impulsion d'un de mes prédécesseurs, Éric Lemignon, puisqu'on a revu complètement l'organisation logistique en fermant à peu près 25 bases, en ouvrant une vingtaine de bases. Là, on est quasiment à la fin du schéma directeur. Et le schéma directeur, il est en 3 niveaux. Le but, c'est d'avoir des bases mixtes, c'est-à-dire des bases qui font toutes les températures à ultra proximité des points de vente, donc ça qui livre 150 à 200 points de vente. On a encore un schéma directeur qui est encore en cours, et on en parlera juste après. On a aussi, de par des croissances externes, qui est l'objet de notre échange avec Eurodécision, notre étude avec Eurodécision, ouvert des bases monotempérature récemment, on en parlera également. Et ensuite, on a 2 autres niveaux de base. Les bases donc rapides, elles font tout le gel, tout le frais, tout le fruits et légumes. Et les produits secs sont stockés sur 3 niveaux. Les produits qui tournent en base rapide, les produits qui tournent moins sur 5 bases centrales et les produits qui ne tournent pas du tout au sein de 3 bases nationales, mais avec un seul stock pour un produit. Voilà, donc c'est une architecture de 3 niveaux effectivement de base, ce qui rend effectivement complexe l'ensemble des flux au sein de cette logistique et de cette supply chain. Les contextes et les logistiques du projet sont les suivants. On avait une très forte croissance à horizon 3-5 ans quand je suis arrivé en fin 2023 au sein d'ITMLAI. Croissance très forte de par la croissance intrinsèque, un gain fort de part de marché sur ces dernières années, mais aussi et surtout la reprise de près de 300 points de vente Casino en 5 vagues entre octobre 23 et octobre 24. Avec une forte hétérogénéité de leur localisation, puisque beaucoup de points de vente situés dans l'arc Paris, Lyon, Marseille, beaucoup de points de vente sur cet arc-là, ce qui a fait qu'effectivement, ça venait complètement déséquilibrer nos schémas directeurs qui avaient été pensés sur un réseau historique en fait, qui se développait petit à petit, mais qui n'était pas bousculé, perturbé par l'ouverture très rapide de 300 points de vente Casino. Pour rappel, ouvrir 300 points de vente, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé depuis Carrefour Promodès dans les années 90. Donc, une très belle aventure qu'on a pris... où on a pris notre bâton de pèlerin pour avancer, mais assez vite, effectivement, on s'est rendu compte qu'entre l'hétérogénéité de la localisation, nos différentes exploitations de base, on a des technos très différentes en produits frais, on est méca, principalement un peu en manuel. En produits secs, on a de l'auto, de la robot et du manuel, donc des coûts différents, des capas différentes, etc. Donc une très grande complexité du réseau logistique. Et puis plusieurs bases qui étaient déjà très proches pour certaines de la saturation avant de prendre les points de vente Casino. Et donc effectivement une surcharge de certaines d'entre elles, donc avec le besoin de reposer complètement notre schéma directeur à 3-4 ans. Donc là, vous voyez les points de vente Casino, je vous en parlais tout à l'heure. Les rouges, c'est des Intermarché Netto historiques répartis sur tout le territoire. Et bien les casinos, vous voyez 3 poches autour de Lyon, autour de Marseille et autour de Paris. Donc forcément, les barycentres sont à remettre en question, les capacités des bases aussi. Et c'est ce que nous avions convenu de faire historiquement en propre, parce que pour ne rien vous cacher, moi j'ai toujours, en tant qu'ancien consultant, j'ai toujours voulu maîtriser mon schéma directeur. Puis là, quand on a commencé à creuser les 30 bases, les flux différents, les nouveaux points de vente, les capacités des bases, les autos, les robots, j'ai dit bon, laisse tomber, Excel, Access, ça ne suffira plus. Pourtant, je l'ai fait par le passé. Il va falloir qu'on trouve des gens pour nous accompagner. Voilà. Et ça tombe bien, parce qu'Eurodécision, Mohamed va le dire, est un partenaire de longue date du groupement. Les objectifs de cette étude, c'est définir notre schéma cible déjà à horizon 2028, avec un rétro-planning de déploiement. Évidemment, ouvrir une base qui plus est auto-méca, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Ce n'est pas comme une base sec que vous ouvrez en 3 mois. Là, il faut des années, donc il faut anticiper vraiment les ouvertures.
Donc c'était faire un état des lieux de l'exploitation des bases à date, quels sont les coûts, les capacités et les charges actuelles, simuler les volumes à horizon 2028, ça c'était notre boulot, et demander effectivement à Eurodécision d'optimiser globalement les flux et de nous faire des propositions d'ouverture, de fermeture de base, de rebarycentrage des bases que l'on aura, que l'on avait à date. Ce que je n'ai pas cité là-dessus, mais je vais le faire désormais, c'est que quand il a fallu ouvrir les points de vente casino, récupérer les points de vente, et effectivement, le temps qu'Eurodécision nous fasse l'étude et le temps qu'on puisse déployer le schéma directeur, on a forcément pris le parti d'ouvrir initialement des bases de casino. On a repris 3 bases de casino dans le quart sud-est et on a conservé une base qu'on devait fermer parce qu'on avait ouvert une plus moderne à proximité. Donc on a quand même renforcé notre schéma logistique de 4 bases parce que ça, très vite, il fallait la capacité pour traiter. Ça, c'est temps 1. Temps 1, on absorbe. Temps 2, on optimise. Voilà. Et donc c'est au moment du début du temps 2, fin du temps 1, puisque vous êtes arrivé, on était en plein dans le marasme d'ouvrir. Alors, quand je dis marasme, ça s'est extrêmement bien passé, mais en tout cas, c'était une activité extrêmement prenante en 2024. Et dans le même temps, en anticipation, on a demandé donc à Mohamed et aux équipes Eurodécision de nous accompagner. Bonjour à tous. Donc, avant de commencer de parler du projet, une histoire longue nous lie à Intermarché. Nous les accompagnons depuis 2011 sur la modélisation et la transformation et la modélisation et la définition de leur plan de transformation logistique. La toute première étude a été faite en 2011 et après, de 2011 à 2023, tous les ans, on fait soit des ajustements pour coller à la croissance, de fermeture, ouverture de nouvelles bases, de nouveaux magasins. On affine le modèle, à chaque fois on rajoute un échelon, on rajoute des coûts, on rajoute des contraintes. On a intégré Netto, les comptoirs bio. Opportunité de localisation, c'est que parfois on préconise une base à un certain endroit, mais après finalement on ne trouve pas le terrain et on trouve quelques kilomètres après. Donc on ajuste encore, on ajuste. Et en 2024, là on a rencontré Pierre-Yves pour la première fois, qui a été très très challengeant, je dois dire. Il ne nous connaissait pas, il ne connaissait pas nos méthodes, donc il a posé beaucoup de questions, de curiosité sur comment marchent les modèles, qu'est-ce que fait le modèle, qu'est-ce que ne fait pas le modèle, comment ont été faites les anciennes études. Et grosso modo, pour Intermarché, sur les 10 ans, c'est en moyenne tous les 3 ans une étude majeure, donc avec un plan de croissance par exemple, ou la reprise d'un réseau, et des études ponctuelles par année. Donc la particularité, c'est que nous, on va utiliser un composant d'optimisation. Donc on va pas faire juste un modèle, on appelle ça un modèle mathématique d'optimisation, qui va avoir des contraintes, des coûts, et qui va trouver une solution optimale sous contrainte. On va détailler ça un peu plus par la suite. Rapidement, qui nous sommes, Eurodécision. Nous existons depuis presque 40 ans. Nous sommes spécialistes de l'aide à la décision. Donc nous concevons, développons et déployons des modèles et d'algorithmes d'aide à la décision basés sur des technos avancés d'IA. On est quasi tous des mathématiciens avec une casquette métier, une casquette informatique. On travaille beaucoup dans le domaine de la supply chain, de la planification de la production, de la maintenance, de la planification des ressources humaines, du pricing et du revenue management. Et historiquement, nous, on vient des métiers de l'industrie et du transport et de l'énergie. C'est ça un peu notre cœur de métier à la base. Et maintenant, on se diversifie sur plusieurs secteurs d'activité. Récemment, une nouvelle, donc depuis le début de l'année, on fait partie désormais du groupe Decideum, qui est un acteur expert de la data. Donc Decideum est spécialisé dans tout ce qui est ingénierie de la donnée, architecture de la donnée et gouvernance. Donc généralement, quand une société comme eux passe avant nous, on est content parce qu'on a des données propres, disponibles et qu'on peut appliquer nos modèles. On est désormais 250 personnes et on a 4 antennes à Lyon, Paris, Versailles et Lille. Et rapidement, pour vous montrer un petit peu pourquoi on croit beaucoup à ce projet-là, parce que le rapprochement de nos deux compagnies nous permet désormais d'accompagner nos clients sur toute l'échelle de valeur de la data, depuis la captation jusqu'à la prescription. Donc en passant par l'organisation des données, les exposer, analyser les données, donc c'est ce qu'on appelle un petit peu la BI, donc les valoriser, et après, un step au-dessus, prescrire, prédire, faire du machine learning, des prévisions, et ensuite prescrire. Sachant ce qui va se passer dans le futur, qu'est-ce que je fais? Quelle est la meilleure solution que je vais prendre? On va parler maintenant de méthodologie. Donc,
assez classique hein, pour une étude stratégique hein, comme étape. Première, extrêmement importante, validation du périmètre et des données. Donc je vais assez vite, mais je vais quand même donner deux, trois trucs importants. Donc il ne faut pas se louper hein, sur ce type de projet qui va être un projet structurant. On va donner des décisions, on va aider à prendre des décisions d'ouverture, de fermeture. Donc on a intérêt à bien blinder la partie données pour être sûr d'avoir en compte tout ce qui est dans le périmètre, d'un point de vue contraintes, coûts, géographiques et autres, et d'avoir des données de bonne qualité. C'est très important de passer du temps sur cette phase-là, parce que parfois, si on n'a pas une donnée ou qu'une donnée n'est pas facilement accessible, ben nous, on peut adapter les modèles pour faire sans cette donnée-là, en prenant des hypothèses. Mais il faut qu'on le sache dès le début. C'est important. La deuxième étape, c'est classique aussi, donc on va créer un jumeau numérique ou un digital twin. Hein, donc on va créer un modèle numérique qui va en fait mimer l'organisation de Intermarché. Cette phase-là est aussi extrêmement importante parce que si on arrive avec un modèle digital à sortir exactement la situation sur un historique qu'a effectué Intermarché et retomber sur les budgets, eh ben on va faire confiance au modèle. Et si le modèle, après, en faisant des scénarios, on va ouvrir ou fermer une base en disant on va gagner X% ou X%, ben on pourra prendre en compte ces préconisations. Donc ça, c'est important. Je vais juste une petite intervention. Un point qui est extrêmement important dans ce type de projet, c'est qu'il faut qu'il y ait une implication du client à ce moment-là pour s'assurer que les hypothèses qui sont prises sont les bonnes. Et quand je dis hypothèses, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en contrainte, qu'est-ce qu'on laisse comme degré de liberté. Si vous laissez faire un modèle, et pour l'avoir vu moi en tant que consultant il y a bien longtemps maintenant, le modèle, il peut sortir des choses qui vont optimiser des choses qui ne peuvent pas l'être ou voilà, on a un exemple avec Mohamed depuis nos bases centrales. Certains flux sont faits directement en point de vente, d'autres peuvent passer en cross-dock sur les bases. Ben, si à un moment donné, on ne met pas un certain nombre de contraintes sur ce sujet-là, qui était libre dans des précédentes modélisations qui avaient fait Eurodécision, on va engager quelque part, on va croire mettre des optimisations en place, mais qui n'en sont pas réellement parce que finalement, ça ne respecte pas certaines contraintes du transport. Donc le temps à passer, il est extrêmement important. Après, tout ce qui est scénario, modélisation, ça c'est nickel. Mais il y a un temps à passer, un investissement à avoir de la part d'un expert. Et moi, je veux dire, moi-même, je me suis investi fortement aux côtés des équipes d'Eurodécision, parce que quand vous gérez le budget, hein, c'est un budget chez nous qui est supérieur à 1 milliard, si vous trompez sur 1 ou 2% ou 3% dans la modélisation, ça va très vite derrière. Donc il faut surtout s'assurer que quand on va laisser des degrés de liberté au modèle, on veut qu'il ait ces degrés de liberté. Et sinon, il vaut mieux figer certains degrés. Et puis par contre, lui dire, ben voilà, je t'attends pour me dire où est-ce que je peux produire le plus proche, mais en même temps le plus proche, mais là où ça coûte le moins cher quand je suis dans une auto plutôt que du manuel. Donc après, c'est le modèle qui prend la main et qui fait l'ensemble des optimisations. Mais au départ, construire le jumeau, effectivement, comme disait Mohamed, il faut qu'on donne les bonnes données, qu'on s'assure qu'elles sont derrière pertinentes, qu'on tare le modèle par un calibrage et qu'on s'assure des degrés de liberté qu'on laisse au modèle. Et une fois que ça c'est fait, le reste, mais je laisse continuer. On continue. Reste, Bon, après, les scénarios. C'est plutôt la partie sympa, les scénarios. Hein. Donc, on va analyser des scénarios, les comparer. Là, ce qu'il faut juste, c'est avoir de la réactivité et avoir un modèle qui peut s'adapter rapidement pour ajouter des contraintes. Nous, durant ce projet, même 2 semaines avant la fin du projet, on a rajouté encore de nouvelles contraintes un petit peu dans le modèle parce que ça évolue tout le temps. Et après, le rétro-planning. Voici un petit peu le périmètre fonctionnel de l'étude. Hein. Comme disait Pierre-Yves tout à l'heure, on a des bases centrales, des bases nationales qui vont produire un certain type de produits, qui vont approvisionner des bases rapides, qui vont faire du cross-dock. Ces bases rapides produisent aussi certains types de produits et on va livrer les magasins en grands porteurs ou en petits porteurs. Il y a également un flux qui peut aller en direct depuis les bases centrales pour faire de la livraison de clients lorsque cela est intéressant. Pour la petite histoire, hein, le premier modèle de Intermarché qui a été fait, il était uniquement sur l'échelon distribution. Et au fur et à mesure, à chaque fois, on a rajouté l'échelon base centrale, on a rajouté des catégories de produits, on a rajouté des postes de coûts. Ce qui a changé, la nouvelle fonctionnalité ou nouvel affinement qu'on a rajouté quand Pierre-Yves est arrivé, c'est que Pierre-Yves voulait avoir un coût complet sorti du modèle. Donc, on a intégré, en plus des coûts de distribution, des coûts de passage à quai au niveau des bases rapides, on a intégré toute la partie coûts de préparation au niveau des bases. Donc, cela comprend la réception, le stockage, le déstockage, la préparation des colis. Et il y a des bases qui sont manuelles, qui sont auto, qui sont robots, il y en a qui sont mixtes. Donc, les cadences ne sont pas les mêmes, les coûts ne sont pas les mêmes. Il fallait absolument prendre ça en compte. Et il y avait aussi une dominante un peu coût fixe qu'il fallait aussi également prendre en compte pour donner les meilleures décisions.
un modèle mathématique, qu'est-ce qu'il va faire? Les décisions qui vont être prises par ce modèle-là, ça va être quelle base va livrer quel magasin en quel type de produit, quel entrepôt, quelle base centrale va approvisionner quelle base et en quelle quantité, quels sont les flux qui vont être livrés en direct au départ des bases centrales. Donc il va donner ces décisions-là en respectant un certain nombre de contraintes. Je ne vais pas toutes les citer, mais des capacités, des flux uniques entre les bases. Il y a des bases mixtes, il y a des bases qui sont spécialisées dans des produits. On ne peut pas mélanger des produits dans les camions. On ne peut pas mélanger du sec avec du gel, par exemple. Enfin, il y a énormément de contraintes. Et il va donner la meilleure solution d'affectation en considérant simultanément tous les coûts en même temps. Donc, ça veut dire qu'on va se retrouver parfois dans des situations où on va peut-être livrer à un client où, quand on voit sur une carte, on voit que ce n'est pas le client le plus proche d'un PDV. Mais par contre, si on prend en compte les coûts de préparation de sa base et on prend en compte le coût amont qui vient avant, ben, il est plus profitable de livrer ce magasin-là au départ de cette base que d'une base qui paraît plus proche visuellement parfois. Alors c'est des effets de bord, hein, mais ça peut arriver. Ça montre un peu la prise en compte totale du coût complet du modèle. Est-ce que tu as une remarque à voir ici où on avance? Non, non, je crois que, bon. je crois que tu as tout dit. Autre point aussi qui est important, avec Intermarché, quand on fait des schémas directeurs, on a pris l'habitude, on le fait pas, ils ne font pas appel à nous pour le faire pour la beauté du geste. Hein. On sait qu'on est attendu derrière pour avoir des résultats qui vont être mis en place. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas juste donner des orientations globales en disant bougez ces flux de ce site-là au site-là. Il faut donner du détail. Et donc du coup, dans la modélisation, il y a un point qui est très très important, c'est le choix des mailles. Donc on part de à peu près 50 000 SKU et il faut se poser la question, quelle maille on va prendre pour modéliser le problème. Il ne faut pas que ça soit trop fin, parce que ça ne sert à rien d'avoir un modèle à la maille SKU pour un schéma directeur, mais il ne faut pas que ça soit trop grossier. Donc le choix de la maille, il va avoir un double objectif. Le premier, c'est de pouvoir prendre en compte toutes les contraintes exprimées par Intermarché, tous les coûts également. Le deuxième objectif, c'est qu'une fois qu'on donne les résultats, il faudrait que ça ressemble un peu à un plan de transformation clé en main. C'est-à-dire que si nous, on donne des résultats et que finalement les équipes Intermarché derrière, ils doivent retraiter ces résultats, rééclater, faire plein de calculs derrière, en fait, on perd un peu de temps. Donc l'idée, c'est d'avoir des résultats vraiment où on a un plan de transformation, on sait exactement quelle est famille de produits on doit transporter d'un point à un autre, par exemple, ou transférer. Mais c'est là où, effectivement, on rentre dans une complexité énorme, puisque vous avez, effectivement, on a regroupé les SKU en 11 flux. C'est 11 flux qui peuvent passer sur 32 bases. On ne passe pas toutes sur toutes les bases. C'est 11 flux. Les flux, certains vont cocher Netto, d'autres vont cocher Intermarché. 2500 points de vente. Donc voilà, donc la combinatoire, 32 bases fois 2500 points de vente fois les nouvelles bases ou les bases qu'il faut fermer, donc avec là aussi des candidats, mais qu'on verra juste après, qu'on va tester sur tout le territoire, vous avez une combinatoire qui est pas possible à gérer si on n'a pas un outil de ce type-là. Voilà, donc on peut le conceptualiser. On l'a conceptualisé quelque part ensemble, compris sur le transport, ce qui peut livrer en semi, en porteur, les coûts différents, etc. Mais derrière, il n'y a qu'un outil comme celui d'Eurodécision qui peut effectivement mettre tout dans la machine et puis comme dans Tintin en Amérique, on met le bœuf à l'intérieur de l'usine, ils vont finir en cornet de bif. Là, à la fin, on avait les bases qu'il fallait ouvrir, celles qu'il fallait fermer. Voilà. Donc c'était assez génial, effectivement, à ce niveau-là. Donc voilà, choix de la maille très important. Autre point rapide de modélisation sur la partie un peu qu'on appelle communément parfois le barycentre ou barycentrique. Donc ça, c'est un peu la différence avec un modèle d'optimisation. Quand on va faire de la localisation de base, on ne va pas faire un barycentre. Nous, on a un modèle qui prend en compte et les capacités et toute la structure de coûts sur tous les échelons avec toutes les contraintes. Donc l'approche, elle va être, vous voyez un petit peu la carte à gauche, hein, quand on veut une nouvelle base, on va mettre des candidats, c'est des sites potentiels qui vont être mis pas de manière aléatoire, ils vont être mis sur des axes autoroutiers ou autres. On met des candidats, puis quand on lance un premier round d'optimisation, vous voyez à droite, typiquement c'est un exemple, l'étoile un peu foncée au milieu, c'est la base optimale. Quand on fait le quadrillage, généralement, quand on fait un schéma directeur et que nous, à Eurodécision, on passe à la phase quadrillage, on comprend que ce schéma directeur-là, ce qu'il est attendu, c'est vraiment un plan de transformation derrière. Ce n'est pas juste savoir à peu près où doit se trouver mon site optimal. Donc, quand on l'a, on va faire un quadrillage, donc ça nous permet vraiment... Alors, ça, c'est ce qui permet de gratter du 0,5% parfois, du 0,3%, du 1%. Mais dans une supply chain qui coûte plus d'1 milliard d'euros, ça fait quand même
il faut les chercher, ces économies. Donc, c'est un peu ça, un peu le quadrillage. Oui. Tous les dixièmes, même les centièmes de pourcent, on est centimiers, hein, nous, donc même les centièmes de pourcent sont effectivement importants. Deux sujets, ce que tu disais effectivement, Mohamed. Ce qui est important, c'est que là aussi, alors, c'est pas forcément les zones où on est allé chercher. Hein, c'est pour l'exemple, on est un peu plus bas dans les zones qu'on est allé chercher, mais c'est pour tromper l'ennemi. Non, mais blague à part, effectivement, et tu l'as dit, on a testé, il y avait un point optimal, et puis quand on commence à chercher du foncier, et puis c'est après dans l'étape d'après, on se rend compte que on va pas le trouver exactement où on veut. Ça serait trop simple si on était à chaque fois un peu au barycentre du commerce par région. On va le trouver à 30-40 km, et là on modélise. Et là on est capable de dire, ok, ça me coûtait plus cher en transport, mais par contre je vais peut-être économiser sur la main-d'œuvre, parce qu'elle va peut-être être un peu moins chère. Je vais peut-être économiser aussi sur le foncier, sur les loyers, etc. Donc ça permet aussi après de viser un optimum théorique et puis d'aller chercher un optimum pratique. L'autre point qui est intéressant aussi, c'est que vous avez vu qu'on avait un schéma directeur quand même qui était plutôt moins, si on prend les bases orange, plutôt bien maillé. Quand vous allez rajouter une base, ben, mécaniquement, le barycentre, il va être moins bon. Et ce n'est pas une base qui va prendre autant de volume. Donc dans ces cas-là, on a fait tester des bases manuelles, auto et robot. Si je schématise, la base manuelle, elle coûte, à part mettre des racks et acheter des chariots, ça ne coûte pas grand-chose. La base robot, déjà, elle coûte quelques dizaines de millions d'euros. Et la base auto, elle en coûte encore plus. Voilà. Et donc, si vous avez une grosse capacité, enfin une grosse charge qui peut être amenée sur cette zone-là, vous avez intérêt à mettre une base auto, voire à fermer une base manuelle. Si par contre, c'est une base un peu d'appoint qui vient compléter un schéma, ben là, vous avez intérêt plutôt à mettre une base manuelle. Ce qui veut dire que le schéma Eurodécision nous donnait des scénarios, nous en face, on y mettait des capex, et donc, effectivement, on pesait le pour et le contre d'avoir telle ou telle techno sur telle ou telle zone. Voilà, donc on va jusqu'à ce niveau-là. Donc après, c'est forcément des interactions. Ce n'est pas Mohamed qui décide si on met une auto ou pas, il pourrait, mais en tout cas, il nous donne toutes les billes pour pouvoir en décider et comparer différents scénarios. Autre point rapide aussi sur l'optimisation globale. Hein. En fait, il arrive parfois que, typiquement, on est en train de chercher une base, là, vous voyez, un petit peu dans cette zone-là. Et en fait, le fait d'ouvrir une base, le modèle réoptimise tout. Donc, ça veut dire que ça fait un décalage d'affectation sur tout le réseau. Ce n'est pas des optimisations locales. Donc, peut-être que la base va grappiller un petit peu à son nord. Du coup, une autre base va avoir un peu moins de volume. Et en fait, c'est ce qui montre un peu l'optimisation globale. Hein. Donc, à chaque fois, on n'est pas sur du local. Hein. Le modèle prend tout en compte selon un certain nombre de critères et donne la solution. On était même, hein, parmi mes équipes, pour ceux qui étaient moins habitués à des sujets de schéma directeur, même un petit peu, comment dire, suspicieux. Parce que quand c'est un peu l'effet papillon, hein, quand vous rajoutez une base dans le sud-est, ça bouge des volumes dans l'ouest. Mais forcément, parce qu'il y a des bases qui vont devenir capacitaires, donc par un jeu de taquin, ben, vous allez déplacer finalement vos zones de chalandise. Et donc on voit que, après l'avoir testé quand même très finement sur quelques scénarios pour s'assurer que ce n'était pas le modèle qui, passez-moi l'expression, déconner, du coup, une fois qu'on était quand même rassuré, et ben, voilà, on a pu après lancer le modèle et avec des effets qui étaient quelque part dont on ne pouvait pas présumer au moment de lancer le modèle, parce que cette optimisation coût et CAPA fait changer complètement les affectations. Donc enfin, d'un point de vue planning, hein, donc le projet initial qui était donné le schéma directeur cible 2028, il a été conduit à peu près en 5 mois. Les petits bonhommes, ça montre l'implication des équipes intermarchés par phase. Hein. Donc on le met juste pour vous montrer que dans ce type de projet, on a besoin d'une forte implication au début du projet, avec des ateliers pour récupérer les données. Ensuite, nous, on sait ce qu'il y a à faire, hein, donc il y a un peu moins d'implication. Après, sur la base de référence, là aussi, il y a une forte implication pour valider cette base de référence. Ensuite, on a nos scénarios et après, sur le choix du scénario cible. Juste un petit détail important. Sur la partie baseline, écrit baseline 2025 et baseline optimisé, à chaque fois, en fait, quand on fait ce type d'études, on a notre baseline, hein, donc c'est l'existant Intermarché, et on ne va jamais comparer cet existant-là à nos scénarios de rupture. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut, nous, isoler le levier, chaque levier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'existant, on va l'optimiser à ISO-réseau, c'est-à-dire on dit, avec votre réseau actuel, vos capas actuels, sans investissement ni rien, voici ce que vous pouvez faire. Est-ce que vous faites 1% ou 2% de gain? Et ensuite, on va comparer ce résultat déjà optimisé à des scénarios de rupture où on va bouger un petit peu, on va investir dans de la capacité supplémentaire ou dans de la robotisation. En août, on avait notre schéma directeur, donc on avait notre résultat. Sachant aussi que tout à l'heure, Pierre-Yves, on parlait, il y a l'année qui est en cours, hein, donc nous on est en train de préparer le modèle stratégique. Mais dès juin, Pierre-Yves nous demandait déjà quelques premiers résultats sur la partie 2025, hein, parce qu'il fallait réaffecter des magasins. Donc on commençait à donner des premiers résultats en disant dans un mois ou deux, on aura la vision complète. Donc une fois qu'on a le réseau, en septembre et octobre, donc là,
on fait du tuning, hein. On fait du quadrillage, on trouve vraiment la bonne base. On a encore quelques choix, enfin quelques dernières décisions à prendre. Est-ce qu'on automatise, on n'automatise pas? Une fois qu'on a le modèle en main, c'est très très simple après de lancer beaucoup de scénarios. En fait, si on se pose une question, on lance le scénario, après on voit ce que ça donne et du coup ça nous permet au moins d'éviter à minima d'éliminer une piste et de réfléchir sur d'autres pistes. Donc on a fait tout ça, hein. C'était exactement pendant l'année où on ouvrait les points de vente casino, puisqu'on a ouvert une première vague en octobre 23, 70 points de vente, et les 230 on les a ouverts entre avril et octobre, hein, pour le coup. Donc on les ouvrait, hein, avec les moyens du bord, avec les bases qui étaient là. Et dans le même temps, on faisait deux choses. Un, on avait beaucoup délaissé de points de vente pour sécuriser des zones. Et donc Eurodécision nous redonnait les rebarissantres optimum, hein, et avec quelque chose qui n'était pas naturel, parce que les équipes, elles prennent un point de vente, elles disent je vais prendre celui qui est le moins cher en transport. Mais si j'ai une base qui est automatisée, l'autre qui est manuelle, le coût de production, il va de 1 à 5. Enfin, donc évidemment, la vision Eurodécision donnait le coût complet. Voilà. Et donc tous les résultats Eurodécision qu'on a pu tourner ont été repris par les équipes, parce qu'Eurodécision, pour le coup, dans les modélisations de coûts, par exemple, on a des coûts différents. Quand vous avez une liaison, quand vous faites n'importe quoi, Rennes, Saint-Malo, ce n'est pas du tout le même coût que faire Brest, Saint-Malo. Ce n'est pas que le kilomètre qui compte. Mais si on veut modéliser toutes les lignes, on ne peut pas y arriver. Donc on prend le parti de modéliser un coût unique, sauf dans certaines régions comme la région parisienne et la région lyonnaise. Et ensuite, c'est le transport qui va reprendre une modélisation, qui va s'assurer que ça modélise tout le temps. Donc on est à mi-chemin entre l'optimisation des coûts complets qui ne peut être faite que par un outil et la validation par les opérationnels. Et les opérationnels ont pris la main très vite dès courant 24 pour réoptimiser quelque part des flux dans une vision coût complet, mais coût complet éprouvé à l'aune des vrais coûts de transport, où on peut avoir une reverse qui fait que ça me coûte 2 fois moins cher ça me coûte beaucoup moins cher de faire 150 bornes au lieu de 100 de l'autre côté, parce que j'ai un flux retour chez un transporteur, ou parce que moi-même j'arrive à aller ramasser chez un industriel de la marchandise. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on était un petit peu pressé par le temps, puisqu'en août, on avait les scénarios. Et d'ailleurs, on a remodélisé tous les scénarios, puisque fin octobre, je passais devant Thierry Cotillard, notre grand patron, pour valider le schéma directeur. Et ce n'était pas juste une date parce que lui-même l'avait décidé ou parce que ça a été décidé en amont. C'est que, vu le timing, effectivement, qu'on avait sur des évolutions de nos fermetures de base dans le cadre de notre transformation passée, le temps comptait. Voilà. Et donc, on avait entre autres besoin de valider une base, hein, qui va ouvrir. Maintenant, on peut la donner. C'est une base au nord de Paris, à Montsou. Hein. Alors, ça me rappelle des souvenirs qu'une vieille base Leader Price qu'on est en train de remettre en état, etc., qu'on va ouvrir dans un an. Mais il fallait le temps de faire les travaux, de modéliser, prendre des décisions très vite. Voilà. Et ce qui a été top avec Eurodécision, c'est qu'on avait cette base dans le nord de Paris, on lui a fait modéliser Montsou, d'autres bases, on avait différents scénarios. Et donc, au fur et à mesure qu'on négociait avec on est presque jusqu'à négocier avec les bailleurs, en même temps de refaire modéliser pour voir si je déplaçais la base de 20 ou 30 bornes, combien ça me coûtait Alors après, il ne faut pas rentrer trop dans le détail du truc, mais c'est vrai que quand on est en région parisienne, par exemple, et qu'on livre le centre de Paris, ça peut jouer très vite, que vous soyez intra ou extra, par exemple, à 104. Voilà. Donc on a fait tout ce travail-là pour arriver, effectivement, avec un schéma directeur 25-28 qu'on a pu produire devant les instances dirigeantes du groupement et qui nous ont validé, qu'on est en train de déployer désormais. Un dernier mot avant d'arriver au résultat, hein, pour voir finalement qu'est-ce que ça donne. Sur le rétro-planning, c'est important. Donc on part sur la cible 2028 et après on construit le rétro-planning. Et ce rétro-planning, comment il est construit? En fait, sur l'année 2026, 27, 28, on va relancer le modèle, mais sous contrainte de fermeture, d'ouverture. Donc on va suivre un calendrier d'ouverture, de mise en place des bases, de montée en cadence. Donc il y a parfois des scénarios où on va modéliser une base, mais elle n'est pas en full cadence, donc elle sera à une partie de sa capacité. Il y a parfois des marches en double. Donc en fait, on prend le calendrier et à chaque fois, on relance pour avoir on va dire l'organisation des flux optimale. C'est une cible et une trajectoire en fait qu'on met en place. Ah, c'est à moi. Alors pour terminer, et on essaie d'être dans les temps, alors on ne vous a pas donné nos coûts totaux, mais on les a donnés en base 100. Le 2025 optimisé que nous avons sorti Eurodécision, c'était 100, on va dire. Et en modélisant l'ensemble de nos coûts, hein, pour les 1,5 milliard de colis, on a eu un scénario optimisé qu'on est en train de mettre en place à 95. Alors, 5%, ce n'est pas beaucoup, mais dans une optimisation de schéma directeur, je peux dire 5%, c'est beaucoup. Surtout quand vous le multipliez par plus d'1 milliard, ça fait de belles économies pour nos enseignes. Donc ce scénario-là, non seulement on l'a obtenu fin 24, on a fait un budget 25
Et on est en avance sur notre budget, donc c'est que le scénario de redécision était pas mal. Bon, nos équipes ont aussi pas mal bossé et on est très confiants pour même arriver à faire sans doute encore un peu mieux que ce qui a été sorti par le modèle Eurodécision parce qu'on était parti, nous, à perf constante et on a aussi voilà, et vraiment, ce que je veux dire, c'est qu'on est parti à perf constante dans le modèle Eurodécision. On ne voulait pas mélanger les choux et les carottes, c'est-à-dire qu'il y a une optimisation du schéma directeur et puis l'optimisation de nos perfs, remplissage des camions, kilomètres tour, ça c'est l'optimisation vraiment quotidienne de transport. C'est pas ce qu'on fait Redécision. Ils ont regardé la partie structurelle en fait du transport. Et idem nos perfs de productivité, la règle de faire monter les meilleures bases, les moins bonnes bases au niveau des meilleures, etc. Donc le mix des deux nous fait espérer effectivement une baisse significativement meilleure, plus forte que celle-là. Donc voilà, quand vous multipliez encore une fois par des masses, sur lesquelles masses elles soient importantes ou pas, peu importe, gagner 5 ou 10% de coûts logistiques, c'est énorme et c'est ce sur quoi on va. Les facteurs clés de succès, c'est qu'il a fallu, nous, effectivement, qu'en début de projet, et moi personnellement, on s'implique beaucoup avec Eurodécision pour être sûr qu'on était en train de faire le bon jumeau numérique. Comprendre bien que Eurodécision rentre, mais ils connaissaient déjà beaucoup nos métiers, mais plus la partie transport que la logistique. Donc, ils sont rentrés aussi, Mohamed et son équipe, dans la compréhension du métier. Nous, dans les modèles mathématiques. Et je pense que ça, c'est important. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir fait, d'être agrégé de maths pour comprendre ce qu'il y a derrière les modèles, mais il faut quand même comprendre ce qui fait bouger ou pas le modèle. Voilà. Et qu'est-ce qu'on met en variable, qu'est-ce qu'on ne met pas en variable, etc. Et ça, quand même, il faut qu'il y ait dans vos équipes des personnes qui aient quand même une certaine appétence à ces sujets-là, pour que vraiment ça donne le plein régime. Mais bon, enfin, c'est des profils, ingénieurs, projets, etc., des gens qui arrivent à modéliser un petit peu ce qui se fait derrière dans les modèles de maths. Un modèle qui s'adapte facilement, on le verra après. On a fait retourner jusqu'en octobre 24 aux décisions, mais j'ai appelé Mohamed il y a quelques mois en disant Mohamed, on a un petit projet. Voilà, il s'appelait BER chez nous. Maintenant, il s'appelle Colruyt. Vous savez peut-être, on récupère les points de vente Colruyt dans quelques mois. Voilà, donc Mohamed, en quelques jours, il m'a mis les points de vente Colruyt. Il m'a dit ça passe pas. Faut que tu ouvres tel truc à droite ou à gauche. Donc, ce qui est assez génial, c'est que le modèle qu'on a créé, on réinjecte des données actualisées, on lui donne de nouveaux points de vente, de nouvelles bases candidates, et on va plus loin. Voilà. Donc, notre modèle 2028, finalement, il a duré, notre schéma directeur 2028, il a duré 5 mois. Voilà, maintenant c'est un schéma bis, voilà, et peut-être qu'il y en aura un TER dans pas longtemps, voilà, et j'appellerai Mohamed, je dirai Mohamed, j'ai besoin de quelques modélisations, voilà. Et en tout cas, automatiser le lancement et la synthèse des scénarios fait que, de manière très naturelle, maintenant, on peut modéliser, j'allais dire presque n'importe quelle croissance externe ou développement interne que l'on ferait, voilà. Et donc nos perspectives, c'est effectivement continuer à accompagner la croissance externe et interne et externe d'ITM, déployer aussi le réseau au fur et à mesure, parce que là, dans quelques mois, on est en train de chercher une grande base dans le sud de la France. C'est selon ce qu'on trouvera, c'est modélisé avec les équipes Eurodécision pour dire, voilà, si je suis à 80 bornes de mon point barycentre, qu'est-ce que ça me coûte? Est-ce que j'y gagne au total avec le foncier ou pas? Et le dernier point, effectivement, ce que j'évoquais, simuler de nouvelles opportunités. Et très vite, en une semaine, 15 jours, ça allait très vite. Pour le coup, il fallait qu'on réponde très vite à l'offre proposée par Colruyt de rachat des points de vente. Donc on avait une quinzaine pour sortir un modèle, pour dire combien ça allait nous coûter, si on savait faire, pas faire, si on prenait des bases, pas des bases. Et en gros, voilà, j'ai eu la chance d'avoir une grande réactivité des équipes d'Eurodécision. Mohamed et ses équipes ont bossé tard et sur des jours non ouvrés. Ça, c'est pas bien, mais voilà, la nécessité fait loi, voilà. Mais surtout pour cette partie-là. Et pour le coup, ils ont rendu les résultats et on a pu effectivement se positionner correctement et finalement remporter d'ailleurs le dossier. Donc merci à eux pour cette interaction. Et encore une fois, ce n'est pas une étude one-off, c'est quelque chose qui vit. Voilà. Et ça, c'est important quand on fait vivre son schéma directeur avec une telle complexité, l'internaliser. Moi qui étais beaucoup pour, je l'ai complètement écarté désormais. Je m'appuie plutôt sur les équipes Eurodécision. Merci messieurs. Je reviens dans le cadre. Il nous reste 3 minutes pour des questions. Moi, j'en ai une. On a vu, il y a la question de la cible, de la trajectoire. Je reviens sur l'opération et l'intégration des 300 magasins Casino. Et d'ailleurs, lequel, à une moindre échelle, ça va se reposer avec Colruyt. À un moment, vous étiez d'accord pour vous dire, ah oui, avoir des données, c'est quand même important pour faire tourner ce type de modèle. Quand on récupère des magasins, alors vous parlez d'ouverture, mais en l'occurrence, c'est plutôt des reprises et des changements d'enseigne. Ces magasins, ils ont un historique de volumétrie, de géographie de flux, mais vous avez les données associées? Alors, dans ce genre de dossier, avoir les données de la part du vendeur, on peut les récupérer.
Mais le plus dur, c'est quel est le potentiel. Parce qu'évidemment, si on en est arrivé à cette extrémité-là, hein, c'est que le chiffre d'affaires qui était réalisé n'était pas le bon. Donc en fait, là, on a des experts dans l'évaluation des potentiels des magasins, des experts internes dans le groupement et des experts du marché qui nous ont donné des cibles, voilà, des cibles à 2-3 ans. Et nous, on a monté les marches avec elles. Et puis, il se trouve qu'aujourd'hui, on est totalement dans ces cibles-là. Mais c'est vrai que la pertinence, non seulement nous d'extraire nos modèles, nos données historiques, ça, il faut le faire. Mais heureusement qu'on arrive à le faire. Mais arriver à modéliser effectivement ce que vont vraiment donner la croissance des magasins, c'était extrêmement important. Et ça faisait partie des points aussi d'interrogation au-delà de ce que modélisait Eurodécision. Et on a d'ailleurs régulièrement adapté. Il y a des points de vente qu'on récupérait plus, qu'on espérait faire plus ou moins de modèles. Donc on a aussi plusieurs scénarios de potentiel qu'on a modélisés dans le schéma. Et encore récemment, sur le dossier dont on parlait à l'instant, il y avait plusieurs nombres de points de vente récupérables. Donc on a modélisé des scénarios min, des max, en nombre de points de vente, en croissance de chiffre d'affaires. Donc après, on vous a épargné ça, mais on avait aussi différents scénarios sur des min, des max, en densité et en performance du point de vente. Voilà. Merci. On a peut-être le temps aller pour une, voire deux questions, mais il y en a une là-bas. Le micro arrive vers vous. Bonjour, merci pour la présentation. Quand vous évoquiez les bases potentielles, vous parliez du réseau autoroutier et du coup vous avez travaillé exclusivement, de ce que j'ai compris, en camion. Dans un schéma directeur, est-ce que vous avez pensé au multimodal avec notamment du ferroviaire ou du fluvial? Alors, on fait pas mal de fluvial sur l'amont. Voilà, sur l'amont dans nos modèles, c'est-à-dire que quand on a des conteneurs qui arrivent au Havre, une bonne partie prend la Seine, effectivement, pour nous livrer. Quand on va être sur de la livraison, si je peux dire, dernier kilomètre, d'une base centrale à Grand Fougeray en Bretagne jusqu'à Herbray, vous pouvez chercher effectivement le fluvial, vous ne le trouvez pas. Mais effectivement, pour ce qui est de l'amont, alors l'amont ici n'était pas modélisé comme on l'a vu, puisque l'amont est soit à la main de nos fournisseurs, soit certains amont est géré par nos propres équipes, mais dans ces cas-là, là on fait du fluvial, mais faire du multimodal sur le dernier kilomètre, alors on en est arrivé, moi je l'ai fait il y a 15 ans avec Franprix, avec une barge qui est toujours sur la Seine au pied de la Tour Eiffel, qui continue à tourner, mais c'est quand même dans des cas très particuliers, vous avez une très forte densité à l'arrivée, à faire du multimodal sur le dernier kilomètre, c'est quand même pas donné à tout le monde, on va dire. Peut-être quand on aura 400 points de vente dans Paris Intramuros, il y aura des barges Intermarché qui circuleront comme la barge Franprix. Mais on n'est pas encore là, ça va venir. Merci. Peut-être une autre question. Moi, il y avait un point qui m'intéressait, c'était sur cette dimension de maillage. Alors, vous l'avez dit, c'est que dès qu'on place une nouvelle base, on déséquilibre non seulement la région, mais on déséquilibre potentiellement. Vous avez parlé effet papillon ou jeu de taquin. Sachant que vous avez différentes modalités d'ouverture de base, il y a la construction d'un bâtiment, reprise de l'existant, installation d'un bâtiment existant, vous avez dit manuel, robotisation, automatisation, du moins tout ça, vous avez réussi à le faire rentrer dans le modèle? Pas tout, bien évidemment. Dans le modèle, par exemple, ce qu'on va pouvoir rentrer dans le modèle, c'est si j'ai une base manuelle, auto, mécanique, je vais avoir des activités d'ouverture minimum. Donc, je ne vais pas ouvrir une base juste pour mettre 1000 palettes. Ça va être un minimum d'activités. Et je vais avoir des coûts logistiques opérationnels différenciants. Donc, c'est ça que va voir, lui, le modèle. Après, il y a la partie coût fixe. Et ça, c'est plus vous qui gériez la partie derrière investissement. Effectivement, parce que Eurodécision modélisait tous les coûts variables. Les coûts fixes, c'est nous qui les estimions. Alors avec le coût d'exploitation d'une base, deux, les capex qu'il fallait y mettre, donc quelque part les amortissements à prendre en compte. Et donc on a fait modéliser en duo quelque part beaucoup Eurodécision. Par exemple, on avait des questions, puisqu'on avait des volumes qui arrivaient un peu partout en France, par exemple sur du frais. Et il nous manquait de capacitaire. Et là, il y a eu plusieurs questions qui sont posées. Est-ce que je fais une seule base très mécanisé? Est-ce que j'en fais deux plus manuels? Combien ça me coûte? Et en fait, finalement, entre les deux, quand vous rajoutez une base, vous gagnez un kilomètre, donc vous gagnez un transport, mais vous perdez un coût fixe. Voilà, donc l'optimum, il était aussi dans
Eurodécision qui modélisait par exemple 1, 2, 3 bases frais de plus, voilà, et on regardait avec 1, 2, 3 quel était le coût fixe, quel est le coût global, et voilà, et à ISO-coût, après, il fallait dire est-ce qu'on pense que c'est plutôt le transport qui va croître ou les coûts de loyer, voilà, donc ça nous donnait aussi, on avait aussi une lumière d'expertise là-dessus, mais on modélisait dans le modèle tout ce qui était variable, et ce qui était fixe était modélisé ad hoc on top du modèle, mais c'était bien une vision de coût complet qu'on mettait en œuvre, voilà. Donc est-ce qu'il vaut mieux avoir beaucoup de bases et peu de coûts de transport, mais beaucoup de coûts fixes, ou l'inverse, voilà. Et c'est le modèle qui nous a donné les réponses à ces questions-là. Et à tous les niveaux, que ce soit les bases rapides ou les bases centrales. On s'est posé la question, on en a 5, est-ce qu'il fallait en mettre 6 alors qu'il y avait de la capacité suffisante sur les 5? Et bien la réponse a été que non. C'est-à-dire que quand je mettais une base fixe en plus, pour le coup, sur une base centrale, je gagnais des kilomètres, mais pas suffisamment pour que ça me paye le coût d'une base additionnelle. Voilà, donc on était bien sur une approche coût complet. Techniquement, c'est possible de modéliser, on peut tout modéliser, mais dans les schémas de prise de décision, parfois, c'est mieux d'avoir un certain nombre de scénarios. On pourra prendre une décision. Si on vient avec un modèle en disant c'est un seul scénario et c'est ça l'optimum et il n'y aura pas mieux, en fait, la prise de décision, elle va être compliquée. Donc, c'est mieux parfois de varier, de faire plusieurs scénarios au lieu de venir tout prendre dans la modélisation et dire c'est ça le schéma cible et rien d'autre. Voilà. Quelle que soit la pertinence, c'est de l'aide à la décision. Eh bien, messieurs, merci beaucoup pour ce témoignage d'ampleur.